Bienvenue dans votre émission d'entretien BET Talk. Ici, c'est le coin des discussions et des confidences. Je reçois les invités en mode cosy et on se dit tout, les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, c'est une figure très populaire auprès des Français et des Françaises qui nous fait l'honneur de sa présence. Elle a fait irruption sur nos petits écrans en devenant la première Miss France originaire d'un pays africain alors qu'elle avait à peine 18 ans. Après être passée par le mannequinat, elle est devenue actrice sur petit et grand écran, mais s'est aussi révélée comme une réalisatrice sensible aux questions de son temps. C'est une femme engagée qui agit au Rwanda, son pays d'origine, mais aussi en France, où elle dénonce la sous-représentation des actrices noires et métisses avec le collectif constitué autour du livre « Noir n'est pas mon métier ». Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de Sonia Rolland. Salut Sonia. Salut. Comment ça va? Très bien, merci. T'as l'air en pleine forme. Oui, je suis, disons oui, un peu sous l'eau, mais merci. Merci d'être là pour la première fois sur BET. Oui, je suis très heureuse. Merci pour l'invitation. Ouais, j'en prie. Et pour commencer, je propose aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de découvrir ton parcours à travers 5 dates que j'ai choisies. D'accord. N'aie pas de crainte. Sonia Rolland, en 5 dates, c'est tout de suite. Sonia Rolland, pour commencer, on fait au plus simple. On commence par ta naissance. 1981, à Kigali, au Rwanda. Papa français, maman rwandaise. Alors, c'est un pays qu'on ne connaît pas très bien, un pays d'Afrique qu'on ne connaît pas très bien en France parce qu'il n'y a pas de liens coloniaux directs avec ce pays. Et du coup, tu as vécu une enfance assez privilégiée. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'était? Alors, mon père est arrivé au Rwanda dans les années 80, fin 70, début 80, rencontre ma mère. Il se marie très vite, très vite, parce que c'est vrai que les femmes rwandaises à l'époque, et surtout Tutsi, craignaient en fait d'être mal vues, de fréquenter des Blancs. Et mon père, c'est vrai, quand il me raconte un peu le récit de leur vie, me dit qu'il a dû accélérer les choses. Il s'est marié, c'est le seul homme blanc au village de ma mère, du côté de Rwengeri. Et puis, 1 an après, je suis née, mon frère 4 ans après, Michael. Et puis, en fait, mon père était imprimeur. Au début, il était arrivé, il avait répondu à une offre d'emploi là-bas comme directeur technique. Il est vite devenu directeur de l'entreprise. Et donc, il avait une entreprise, une imprimerie. Et puis maman travaillait, elle a travaillé dans plein de choses, mais elle était aussi dans l'import-export. Donc oui, issue d'une famille plutôt privilégiée, en Afrique, une enfance très heureuse, jusqu'en 89, où mon père décide, pour des raisons d'instabilité aussi politique, de déplacer son imprimerie au Burundi, de nous envoyer en France 1 année et demie, 2 ans, le temps qu'il fasse toutes les démarches pour bien s'installer au Burundi. Donc c'est ton premier séjour en France? C'est mon premier séjour en France. Et puis alors, en plein hiver, dans un tout petit hameau qui s'appelle Massy, dans le sud de la Bourgogne. Donc un vrai choc culturel aussi. Et puis je me retrouve dans une classe unique avec mon frère, dans un petit village qui s'appelle La Vineuse. On était les seuls enfants un peu coloré. Et puis en même temps, c'est aussi comme ça que j'ai vraiment appris à comprendre la France, en fait, par le biais de ma grand-mère paternelle qui nous avait accueillis dans son petit village, quoi. Donc après cette année, vous retournez au Burundi, mais vous revenez tous ensemble en France en 1994. Voilà, alors... C'est la deuxième date? Voilà, c'est la deuxième date, puisqu'en 1994 arrive le génocide au Rwanda, tout à fait, qui finalement traverse les frontières. Il y a des listes en fait, de gens qu'on recherche un peu partout, des Rwandais qu'on recherche un peu partout, donc au Burundi aussi. Ma mère faisait partie de ces gens-là. Craignant évidemment pour la famille, mon père nous expédie en France chez ma grand-mère à nouveau en Bourgogne. Seulement lui arrive 1 année et demie après parce qu'il pensait justement récupérer les biens de son boulot, et puis il est revenu bredouille. Donc on a connu le déclassement social. On a connu aussi une réalité qui est celle d'une majorité de Français finalement, la galère, le milieu ouvrier. Mon père est devenu donc après 10 ans où il était patron d'entreprise, il s'est retrouvé tourneur-fraiseur dans une usine pas très loin de Cluny. Et en fait, on a fait face à une réalité qui était vraiment complètement différente, mais toujours avec cette différence qui s'imposait toujours, puisque ma mère
d'origine rwandaise, noire, avec 2 enfants métis, on débarque à Cluny, on était la seule famille de Noirs. Sur une ville de 5000 habitants, on était vraiment la seule famille de Noirs, d'étrangers, quoi. Mais ce qui est intéressant, ma mère, c'est une universitaire, une intellectuelle. On arrive dans un milieu qui est prolétaire. Ouais. T'habites dans une cité, hein, dans une cité, voilà, ouais. une cité HLM. Et en fait, là où ils nous voyaient comme des étrangers, certainement sans culture, sans niveau intellectuel ni rien, en fait, c'est ma mère qui est vite devenue un peu la femme indispensable parce que c'est elle qui faisait les démarches administratives pour certains. Et puis, très vite, en fait, on s'est intégré finalement à une France un peu différente de celle qu'on avait connue au départ et surtout très éloignée de celle qu'on imaginait quand on était en Afrique, quoi. Oui, en tant qu'adolescente, c'est aussi difficile de perdre tes amis, tout ça. Oui, parce qu'en plus, on n'est pas à l'heure d'Internet, en fait. Ouais. On ne garde pas le lien avec ses amis, on leur dit adieu. Et c'est vrai que pour moi, je me souviens, on se retrouvait sur le Petit Muret. Gaël Faye pourrait vous en parler parce qu'on a grandi ensemble. C'était un de mes premiers invités ici. Ah ouais, ouais. Et Gaël, on a grandi ensemble au Burundi. C'est un de mes amis d'enfance. Et puis, son père était très proche du mien. Et je me souviens que nous, on se disait adieu à peu près tous les jours, quoi. Au revoir, parce que certains partaient pour je ne sais pas quelle destination, mais sans se dire qu'on se reverrait. Et c'est vrai que le jour où je suis devenue Miss France, Gaël m'a raconté qu'ils sortaient en soirée ou je ne sais pas quoi, ils sont tous restés devant leur télé, ils ont découvert en fait Sonia à la télé et qui devenait Miss France. Et c'est vrai que ça a été... c'est aussi grâce à ça que j'ai pu retrouver mes copains d'enfance. Tu m'offres une très belle transition puisque c'est ma date suivante, 1999. C'est vrai. Donc tu es élue Miss Bourgogne, un titre qui te qualifie pour l'élection de Miss France que tu remportes à la fin de l'année, donc en 1999. Je suis un bébé. Ah, t'es un bébé, Ah non, mais je suis un bébé. Bébé toujours plus. Ah ouais, non. Donc au tournant du 21e siècle, tu deviens ainsi Miss France 2000, la première Miss France qui est originaire d'un pays africain, qui d'ailleurs a une nationalité africaine, puisque tu as double nationalité. Tu étais hyper jeune, comme on le voit, tu avais 18 ans. Comment tu l'as vécu ? Parce qu'on se dit que quelques années auparavant, 6 ans auparavant, tu étais encore au Burundi, quoi. Ouais. Bah, moi, je l'ai vécu comme un vrai... ça a été un vrai vertige pour moi parce que venant du milieu qui était le mien, un milieu social quand même ouvrier, avec le bagage qui était le mien, donc mon passé aussi un peu énervé parce que quand même quand je suis arrivée en France, moi j'étais une gamine en colère. Je comprenais pas bien les codes, ces nouveaux codes qui m'étaient imposés. Je me sentais pas du tout... finalement intégrée parce que à chaque fois on me ramenait à ma différence du métissage ou en tout cas de mon Afrique que les gens connaissaient pas, comprenaient pas. Et puis arrivé en France, il est vrai que nous, il a fallu beaucoup qu'on éduque notre entourage à notre culture en fait. Ouais. Et ça c'est vrai que c'était un truc qui m'a beaucoup aidée aussi pour la suite, c'est-à-dire ça a créé une forme de tolérance chez moi excessive même. Et du coup ma mère me disait toujours les gens il faut leur apprendre la tolérance parce que c'est pas quelque chose qui est inné chez eux. Et du coup en devenant Miss France, eh bien il y a 2 choses. C'est-à-dire qu'on vit un moment incroyable, hyper positif, où on se dit que ça y est, il y a quelque chose qui va changer, ça bascule quand même dans un truc complètement nouveau, et puis vertigineux, parce qu'en fait, on ne saisit pas vraiment ce qui nous attend. Mais de l'autre côté, il y a une réalité qui vous revient en pleine face. Des réactions négatives. Des réactions négatives et très racistes. Dans ton premier livre, Les gazelles n'ont pas peur du noir, effectivement, tu as des réactions hyper racistes. Oui, hyper racistes. Mais en fait, hyper racistes parce qu'à l'époque, on était quand même dans une espèce de guerre Maigret-Le Pen, ils se tiraient la bourre. Et en même temps, ils étaient totalement ridicules. On les ridiculisait beaucoup, d'ailleurs, à cette époque-là. Et donc, qu'est-ce que tu reçois comme type de réaction en fait ? Bon, je pense qu'il y a des réactions enthousiastes, évidemment. Il y a beaucoup de réactions enthousiastes, évidemment. Mais les réactions négatives sont très insultantes, très violentes. Beaucoup de gens manifestent, limite, c'est même pas une haine, mais une envie même de prendre des armes. Enfin, il y a des choses quand même très violentes qui me sont... Alors, ce qui est intéressant, c'est surtout la réaction de Madame de Fontenay à l'époque, parce que finalement, elle réalise qu'une partie des Français a ce truc très violent en lui, et du coup, elle
elle se rend compte en fait d'un racisme auquel elle n'était pas du tout sujette, quoi. Ouais. Même quand il y a eu Véronique Delacruz qui avait été élue Miss France et qui était d'origine guadeloupéenne, c'était presque tolérable parce qu'elle était française. Ouais. Mais moi, en fait, d'origine africaine, il y avait un truc qui passait pas du tout, pour certains. Ouais. Mais la grande majorité des gens, et d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs que je suis revenue à Geneviève à ce moment-là, parce que je me souviens qu'elle voulait faire un communiqué à l'AFP, elle disait que c'était intolérable et tout ça. Et moi je leur disais, mais vous savez, Geneviève, ils n'ont pas de tribune ces gens-là, donc on va pas les mettre en lumière. Au contraire, on va plutôt mettre en lumière ceux qui m'ont élu. Et moi, j'ai toujours vu des années à en parler. Enfin, du coup, c'était une stratégie qui a permis de les invisibiliser à l'époque et de ne pas enlever une partie de ta gloire, quoi. Ouais. Mais du coup, j'y suis revenue parce qu'il y a eu l'élection de Flora Coquerel et d'autres, et qui a finalement... En fait, c'est avec Internet qu'on s'est rendu compte de la violence en fait, des gens. Oui, parce que c'est plus immédiat aussi. C'est plus immédiat, exactement. Ouais, par rapport au courrier, il fallait passer par la poste. Voilà, exactement. Il fallait payer en plus un timbre. Non, les mecs payaient un timbre quand même. Hein. C'est ça qui était fou. Ouais. Avant d'être Miss France, tu avais toujours rêvé d'être comédienne. Et donc, ton vœu se réalise assez rapidement. Donc, tu fais tes premiers pas de comédienne devant la caméra de Radu Mihailianu pour Les Pygmées de Carlo. Donc, c'est un téléfilm pour Arte. Et en 2004, tu deviens Léa Parker, donc une héroïne de fiction, une série policière. Et tu étais la première femme métisse à incarner une héroïne de fiction en Europe. En Europe, ouais. Même pas qu'en France. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. En Europe. Oui, mais même moi, je m'étais vachement étonnée de ce... C'était une série pour M6, c'est ça? C'était une série pour M6, une série d'Access qui passait tous les dimanches soirs à 18h50, je crois, et qui a fait en fait les beaux jours d'M6 aussi, parce que c'était une série qui fonctionnait très bien. Une série d'action, pas du tout réaliste, puisque finalement on était vraiment dans le domaine des agents secrets, mais très... C'était l'époque de Alias aussi, c'était la grande exactement, époque. Exactement, donc c'était une femme qui faisait ses cascades, qui était plutôt jolie, mais en même temps flic. Enfin, c'était tout un truc qui a plu au public, quoi. Et en même temps, c'est l'arrivée aussi de Harry Roselmack à la télévision, et je me souviens que nous, en fait, chez M6, on n'avait jamais mis l'accent, finalement, sur cette différence, parce que même, on avait imposé au public, finalement, que ma sœur était blanche, que ma mère, c'était France Zobda. Et du coup, comme on avait cassé ces codes-là, personne n'y voyait aucun problème, en fait. Et du coup, n'y voyait de problème. Alors, du coup, tout le monde s'adaptait à cette nouveauté, finalement. Mais quand arrive Harry Roselmack sur TF1, on note tellement cette arrivée du premier présentateur noir du journal télévisé. Enfin, moi, j'étais très étonnée quand même qu'on en fasse autant de papier, quoi, à l'époque. Parce que justement, en fait, les gens s'adaptent aux choses quand elles deviennent inconscientes, en fait. Du coup, nous, on s'est installés dans l'inconscient collectif de manière totalement naturelle, comme ça, en imposant des choses complètement nouvelles. Mais de l'autre côté... Sans le déclarer, en fait. Sans le déclarer. Voilà. Et je pense que les gens l'ont apprécié, en fait. En 2014, tu te lances dans la réalisation, donc ça c'est un nouveau challenge. Tu coproduis et réalises le documentaire Rwanda du chaos au miracle, à l'occasion des 20 ans justement du génocide, de commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda. L'année suivante, tu apportes ta pierre au court-métrage Une vie ordinaire, donc qui revient un petit peu sur ta vie d'une certaine manière. Et puis tu réalises le documentaire Homosexualité du rejet au refuge, justement avec l'association Le Refuge et avec Pascal Petit, avant de rendre hommage aux femmes rwandaises l'an dernier dans le documentaire Femmes du Rwanda. Donc ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup en très peu de temps, en fait. Et cette casquette de réalisatrice et de productrice, est-ce que tu as toujours voulu l'endosser pendant que tu étais actrice? C'est quelque chose à quoi tu pensais? Oui, parce que sur les plateaux, en général, je demandais toujours aux techniciens pourquoi on plaçait la lumière là, pourquoi on plaçait... Et souvent, les techniciens me disaient, toi, tu vas finir réalisatrice. T'es trop curieuse du métier technique, en fait, de la réalisation. Et du coup... En fait, moi, j'y suis arrivée un peu par défaut parce que j'ai vu une urgence en 2020. En 2020, pardon, en 2014. Ah, t'as vu très loin, là. La meuf est trop visionnaire. Non, en fait, non, je me suis trop projetée, là. Non, en 2014, on allait célébrer la commémoration des 20 ans du génocide des Tutsis. Et en fait... Je me posais la question, j'ai demandé à plein d'amis reporters s'ils allaient faire un sujet sur la reconstruction du pays. Parce qu'il me semblait essentiel qu'on en parle quand même pour comprendre aussi la résilience des Rwandais, la vision finalement du président Kagame. Moi, je me suis retrouvée tellement en difficulté, souvent sur des plateaux télé, où on me jetait à la tronche que le président Kagame est un dictateur. Et moi, je leur disais, mais oui, c'est une figure autoritaire, mais regardez ce qui se passe vraiment au pays. Et puis souvent, les gens qui commentaient, c'était des gens qui n'y allaient pas. Et du coup, mes amis reporters me disent « Mais toi, tu es la mieux placée pour pouvoir parler de ça. Donc fais-le.
je me disais, ouais, mais moi, pour moi, le sacro-saint documentaire, c'est un milieu que je respectais beaucoup trop pour pouvoir m'aventurer dans cette aventure. Et ils me disent, mais non, tu t'entoures bien, tu as un super scénariste qui va travailler avec toi. Moi, alors, j'avais choisi de travailler avec Jean-Christophe Syriac, qui est un super scénariste. Et puis voilà, il y a là, je me suis lancée à l'aventure. Je n'avais pas du tout de financement, donc j'ai mis un quart de mon contrat Mixa dans mon projet. Pour, cette marque, Mais oui, parce que je suis ambassadrice de cette marque depuis 10 ans maintenant et qui m'a beaucoup aidée au moment où il a fallu financer mes films parce que la première impulsion financière, j'étais obligée de la mettre, sinon personne ne me suivait, quoi. Puis après, j'ai rencontré Yves Bigot de chez TV5 qui m'a tout de suite suivie dans l'aventure et puis ensuite France O. Et du coup, avec ces 2 chaînes, j'ai pu faire mon film. On va parler maintenant de ton actualité. Oui. L'actualité de Sonia Rolland. Alors Sonia, tu as une activité assez brûlante. Si puisque tu viens d'être choisie par Guerlain, la très grande maison de luxe française, pour en devenir l'ambassadrice. Alors tout le monde devrait être content pour toi, même ravi, parce que le nom Guerlain fait écho à une certaine voilà, luxe à la française. Mais malheureusement, ce mot est aussi associé à une histoire récente très désagréable. Alors je la résume pour ceux qui auraient oublié et ne seraient pas au courant. En 2010, Jean-Paul Guerlain, célèbre né, avait déclaré au journal télévisé de France 2 « Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin. » Ça avait donné lieu à une immense vague d'indignation, des appels. Ouais, c'est ça. Donc j'avais fait partie. D'ailleurs, on était ensemble en train de manifester avec Isabelle Bonny-Clavré qui avait initié ces manifestations, des appels au boycott et même des manifestations devant la boutique Guerlain. Jean-Paul Guerlain a donc été licencié. Il était consultant pour la marque, mais la marque est toujours associée à cette polémique, alors évidemment. Quand tu as fait cette annonce, les réactions ont été très vives. Il y a des gens qui t'ont reproché t'associer à une marque qui avait été, d'une certaine manière, portée par quelqu'un qui avait tenu des propos racistes. Est-ce que tu t'attendais à ce que ton choix soit autant critiqué? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, en 2019, être le visage de Guerlain, ça ne veut pas dire cautionner le racisme de 2010? Pourquoi, pour toi, c'est pas la même chose? Parce que moi, en fait, j'ai essayé de quand même, comme Isabelle Bonny-Clavré, comme toi, comme beaucoup d'autres, de prendre du recul, d'observer aussi ce que la maison Guerlain a fait par la suite, non pas pour réparer leurs erreurs, parce qu'ils sont pas en lien... Enfin, je veux dire, c'est la responsabilité de Jean-Paul Guerlain, ce sont ses propos, il a été condamné pour ça. La maison Guerlain a essayé de trouver un moyen, en tout cas, déjà, elle a condamné ses propos et totalement de se séparer de ça et de lui. Après, nous, on a été témoins. C'est vrai qu'ils l'ont peut-être fait trop timidement ou trop discrètement, mais on a été témoins aussi de projets qu'ils ont menés depuis, notamment auprès de l'hôpital Necker pour la recherche, pour la drépanocytose. Et c'est le premier guichet de financement aujourd'hui pour cette recherche. Ça, on ne le sait pas, le grand public ne le sait pas. Voilà, on ne le sait pas. Mais je pense aussi que, à mon avis, la maison Guerlain a fait face à quelque chose d'inédit, de nouveau en fait dans leur vie d'entreprise, quoi. Et c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment répondre en fait à une colère et encore moins à une colère d'une communauté. Surtout qu'en France, en fait, on est il y a eu très peu d'événements qui ont amené à une telle colère, en fait. Je me souviens qu'il y avait eu le magazine Elle, à une époque. Nous, on l'avait fait. Il y avait toi. On avait écrit cet article dans le Monde. On avait pris une tribune, quand même. On avait écrit cet article avec Aïssa aussi. Oui, tout à fait. On répondait de manière un peu humoristique aux propos tenus dans ce magazine, mais elles ont construit aussi par la suite. Bon, après, elles ont compris qu'il fallait quand même peut-être consulter un peu les gens qui connaissaient peut-être les sujets qu'il fallait traiter et de manière plus spécifique, quoi. Maintenant, moi, Guerlain, je les ai jamais condamnés, en fait. C'est-à-dire que pour eux, enfin, la maison Guerlain, évidemment, Papy Zinzin, oui, on l'a tous condamné. Mais après, je pense qu'il faut faire preuve de discernement. Et puis, il faut apprendre aussi à construire ensemble, en fait. Parce que sinon, si on reste chacun derrière notre côté du mur, et c'est pas Angela Davis qui disait les murs renversés deviennent des ponts. Les murs renversés deviennent des ponts. Et moi, je suis pour cette création de passerelles et de ponts. Et cette main tendue, finalement, elle vient des deux côtés. Guerlain m'a proposé ce contrat. Ce qui est une première aussi. Voilà, exactement. Mais je savais aussi les risques qui m'attendent. Enfin,
auxquelles j'allais être confrontée parce que finalement, il y a aussi des gens qui ne connaissaient pas. C'est ça, parce que je pense que c'est important de dire qu'il y a des gens qui étaient sincèrement déçus. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils avaient en tête cette polémique et se sont dit, mais pourquoi Sonia, d'une certaine manière, va vendre son âme au diable et qui ne connaissaient pas cette historique que tu nous présentes aujourd'hui. Exactement. Je sais que tu es très engagée, tu as fondé une association qui s'appelle Maïcha Africa en 2001, enfin, elle ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est comme ça qu'elle s'appelle aujourd'hui, qui soutient les enfants orphelins du génocide des Tutsis au Rwanda. On est là la veille des 25 ans du démarrage du génocide. Pour rappel, donc, le génocide des Tutsis au Rwanda a eu lieu du 7 avril au 17 juillet 1994. Il y a eu 1 million de Rwandais massacrés, selon les estimations des Nations Unies. Ce génocide a aussi généré 2 millions de personnes déplacées. C'est un des plus grands massacres, une des plus grandes tragédies humaines du XXe siècle. C'est la raison du départ de ta famille, on en a parlé. Est-ce que tu as l'impression qu'on connaît suffisamment cette histoire aujourd'hui? Et surtout, est-ce que tu as le sentiment que la France reconnaît suffisamment sa responsabilité? Parce qu'on n'a toujours pas accès aux archives. Et c'est vrai qu'après 25 ans, il y a un vrai besoin de voir que les puissances occidentales qui ont détourné le regard peut-être se posent les questions, en tout cas reconnaissent qu'elles n'ont pas fait à l'époque. Certaines ont fait le mea culpa, la Belgique, le Canada. En revanche, la France, c'est plus compliqué parce que, en fait, là où elle devrait reconnaître qu'elle a merdé, surtout la France de 94, la politique. D'ailleurs, les Rwandais s'attachent à une chose, à totalement dissocier la politique et l'humain. Ils ne condamnent pas les Français, ils condamnent la politique de 94 qui était menée par François Mitterrand et par une cohabitation aussi. Donc il y avait des décisions. Juppé qui était ministre des Affaires étrangères. Alain Juppé qui était ministre des Affaires étrangères. Donc en fait, c'est une période assez floue. La France ne reconnaît pas qu'elle a merdé à ce moment-là. Et du coup, les Rwandais, de leur côté, restent sur leur position. Tant que la France n'aura pas reconnu son implication avant, pendant et après le génocide, rien n'avancera. Alors après, il y a eu des périodes de normalisation du temps de Sarkozy, on a tenté. Là, avec le président Macron, je crois qu'il y a, avec la volonté que Louise Mushikiwabo, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, devienne la secrétaire générale de la francophonie. Disons qu'il y a des gestes comme ça, il y a des actions comme ça qui se mettent en place pour peut-être envisager une forme de normalisation entre la France et le Rwanda. Mais tant que ces questions politiques ne seront pas réglées, on n'avancera pas. Il y a des projets culturels qui vont être menés, des projets économiques certainement, mais les Rwandais ne lâcheront rien. Enfin, le président Kagame n'est pas prêt. Moi, je me souviens qu'en 2014, j'étais dans le stade avec le stade national, où il allait faire son discours. Et j'étais avec tous les journalistes français en bas. On attendait la délégation française qui n'est jamais venue. Donc déjà, premier affront. Et en fait, le président Kagame prend la parole et il parle en anglais. Et puis d'un seul coup, il sort... However, donc on peut tourner les choses dans tous les sens, essayer de les dissimuler. Il dit « However, les faits sont têtus ». Et c'est vrai, quand on voit avec le temps la progression du Rwanda, les projets qui ont été menés jusqu'à présent, ne serait-ce que pour la place de la femme, 64% de femmes au Parlement. C'est un record du monde. Ouais, c'est la première capitale la plus propre du monde, la plus sécurisée, où on lutte le mieux contre la corruption. Enfin, il y a tellement de choses qui sont totalement méconnues en France qu'au moment où on commence à s'y intéresser, on se dit « Ah mince, peut-être qu'on a merdé pendant toutes ces années, peut-être qu'on a fait preuve... on a fait une erreur d'appréciation, en fait. Ouais. Et il y a beaucoup de journalistes qui reviennent un peu sur leurs propos. Mais on attend tant ça des mieux, d'ailleurs, mais on veut ça des politiques aussi. Malheureusement, on ne pourra pas développer plus, mais là, c'est vraiment le moment ou jamais pour la France, peut-être de reconnaître qu'à un moment donné, elle n'a pas joué son rôle de patrie des droits humains. Oui, mais il y a l'armée et il y a la politique. Alors ça, c'est vraiment deux choses différentes. Et on voit vraiment qu'en France, c'est très compliqué. Je ne sais pas, j'ose croire en fait que le président Macron fera quelque chose, mais on verra. On verra. C'est un appel au président. Surtout qu'il loupe une opportunité en or, en fait, parce que le Rwanda est un des pays qui se développe le mieux économiquement en Afrique. Donc il y a des opportunités économiques, donc ne serait-ce que pour des raisons pragmatiques. C'est juste un rendez-vous qu'on loupe. Voilà. D'autres en profiteront. Exactement. Eh bien, Sonia, on va arriver à la dernière partie de l'émission. C'est l'heure du questionnaire pivot. Alors Sonia, en tant qu'actrice, tu travailles avec les mots au quotidien. D'ailleurs, tu es autrice de films aussi et de livres. J'ai donc un exercice qui devrait te plaire. Je te propose de te prêter au fameux questionnaire de Bernard Pivot, le présentateur
culte de l'émission Apostrophe des années 70 aux années 2000, où se bousculait toute l'élite culturelle de l'époque. C'est un questionnaire qui est adapté du questionnaire de Marcel Proust, qui a même traversé l'Atlantique et a été soumis à d'immenses acteurs comme Al Pacino ou Robert De Niro. Est-ce que tu es prête, Sonia? Tu viens de me citer quand même deux énormes pointures du cinéma. Ouh, alors vas-y. Alors, quel est ton mot préféré? Amour. Quel est le mot que tu détestes? Minorité visible. Parce que franchement, ouais. je pense qu'on est tellement on est hors sujet en France, on devrait tellement plus en parler. Ton plat préféré? Le sombé. C'est un plat rwandais. C'est quoi? C'est une sorte de sauce faite avec de la feuille de manioc pilée avec des arachides. Ça a l'air bon. C'est très bon. Le son, le bruit que tu aimes? Mes enfants, quand ils chantent, un peu dans leur chambre. Ouais, c'est vrai, mes filles, quand elles chantent, elles sont toujours occupées. Je les entends un peu de loin, ça me rassure. Ah, c'est chouette. Mhm. Le son, le bruit que tu détestes? Alors, j'ai connu le son des balles pendant des tirs, en fait, durant la guerre au Burundi. Et c'est un son que j'ai malheureusement retrouvé durant les attentats du Bataclan, parce que j'habitais dans le 3e arrondissement. Et je me souviens que ça a créé l'effroi à ce moment-là et un mauvais souvenir, en fait. Et cette période de guerre que j'ai vécue quand j'avais 14 ans m'est revenue comme ça, très violemment. Et puis, j'ai réalisé, en fait, que j'étais vivante, surtout. Voilà. Quel est ton juron, gros mot ou blasphème favori? Putain de merde. C'est un truc qui sort à chaque fois dans je sais pas quoi. Non, mais c'est débile, mais voilà. Bah, je pense que c'est assez courant. Ouais. S'il fallait un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque? J'admire beaucoup de gens, mais je pense que justement, ils luttaient contre ça. Ils luttaient contre le système bancaire. Contre le système bancaire. Plus pour un rapprochement... disons que par exemple aux États-Unis, Rosa Parks pourrait symboliser pas mal, d'une forme d'affranchissement, d'une forme de liberté, j'en sais rien. Bah, très bien. D'ailleurs, chaque billet de banque devrait avoir un héros en fait dessus. C'est une bonne idée. Ouais. Alors, quel est le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Pêcheur. Parce que j'aime pas du tout. Non, mais je sais pas, je dis ça comme ça, mais non, un métier que j'aurais pas... Non, franchement, un métier qui me demande d'être enfermée. Voilà. Moi, j'ai besoin d'être à l'extérieur, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin d'être socialement en lien avec beaucoup de gens et être enfermée derrière un bureau avec un ordinateur, j'aurais jamais pu, en fait. Quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aurais aimé être réincarné? L'arbre. Une plante ou un animal? Au moins un arbre exotique, un baobab. C'est bien le baobab, Ouais. ça a une certaine stature. Exactement. Dernière question, si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort qu'il te dise? C'est bien ma fille, t'as bien travaillé. Bah, merci Sonia, alors tu as des projets super intéressants. Là, on me dit que tu t'apprêtes à partir à t'envoler de l'autre côté de l'Atlantique pour une série? Pour une série Est-ce que France 2. tu peux nous en dire deux mots pour Oui, France 2, c'est une série policière pour France 2, dont je tairai le titre pour le moment, parce qu'il est encore en construction. Mais je vais jouer un commandant de police d'origine martiniquaise qui retourne sur son île natale, mais qui n'en connaît pas du tout les codes et qui va faire face à pas mal de péripéties, dont un binôme qu'elle va créer avec une jeune capitaine qui, elle, connaît très bien la Martinique, mais qui est un peu badass et elle a beaucoup de mal à s'adapter à son caractère, quoi. Mais c'est un duo de flics féminin. C'est assez inédit parce qu'on n'en a pas eu beaucoup. Enfin, même en France, on n'en a pas eu. Et c'est une série assez féministe, vous allez voir. Bah, ça promet, ça promet. Bah, j'espère que tu viendras nous en parler, ainsi que tes propres projets de réalisation. Ouais, j'ai des beaux projets pour l'année prochaine. J'espère que ça va aboutir cette année et qu'on va signer enfin avec un distributeur, un producteur, on verra. Mais pour mon premier long métrage sur le monde d'une candidate à Miss France, voilà. Au hasard. Au hasard. Au hasard. Bah, merci Sonia Rolland, c'est déjà fini. Toi. On a tellement de choses à dire. J'aurais bien aimé parler de tes engagements aussi avec le collectif d'actrices réunies autour de Noir n'est pas mon métier, mais on en parlera aussi une autre fois. Ouais. Merci, c'était un plaisir de te recevoir. Merci à toi. À bientôt, j'espère. Merci. À très bientôt. Merci. BET Talk, c'est terminé. Je vous laisse. Bon, on se retrouve évidemment dans 15 jours, mais je vous laisse d'ici là avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BET. Salut.